Oui. Donc, je me présente déjà, Jérôme Bien-Aimé de l'agence PPM Architecte, je fais partie de la maîtrise d'œuvre qui suit les travaux de cette réhabilitation. Et donc on est devant le bâtiment décompresseur, un bâtiment qui a été construit au fur et à mesure depuis 1900 jusqu'à 1928 à peu près. On peut imaginer que 2 premières halles ont été construites, les 2 suivantes sont venues après rééquiper et étoffer le bâtiment. Et une petite halle tout au bout, c'est additionné par la suite qu'on voit ici. Et ainsi que des édicules qui sont venus équiper au fur et à mesure des changements et de l'évolution du site. C'est-à-dire qu'au départ, ce bâtiment était destiné aux soufflantes, qui a été, tout ce système a été repris par le bâtiment d'à côté par la suite. Et ce bâtiment est devenu après le bâtiment des compresseurs pour alimenter en air et qui est servi à de la transformation d'énergie. Donc ce bâtiment est classé pour son enveloppe au bâtiment historique. Donc on le réhabilite actuellement en partenariat avec la DRAC qui vient visiter le chantier tous les 2 mois à peu près, ils viennent faire une visite. On se met d'accord sur l'évolutivité de l'enveloppe, de la réfection, des pierres, des verrières, et voilà. Nous rendons compte aujourd'hui également de ces travaux qui sont des travaux sur le long terme. Il n'y a rien qui peut se faire à court terme dans ce type de grand espace. Et je veux aussi souligner que bien entendu, nous le faisons avec parcimonie, mais avec sérieux. Ça suppose des investissements considérables sur le plan public, même si nous attendons également des investisseurs privés, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc je voudrais simplement, en quelques mots, vous rappeler quand même l'historique de ce site. Tout d'abord, vous signaler, vous rappeler que le premier investissement qui a été finalement réalisé, c'est celui sur le Haut-Fourneau qui se trouve à côté et qui fait donc l'objet de l'attention permanente des personnes dont j'ai parlé tout à l'heure, de l'association Messilor. C'était en 2007, sachant que l'usine a fermé ses portes en 1991. Je le signale d'ailleurs en passant, puisque la presse est là, qu'on a découvert effectivement la fermeture du site en lisant le Républicain Lorrain le matin. Et qu'on n'avait pas forcément l'information la veille. C'est-à-dire si effectivement les temps étaient difficiles pour ceux qui y travaillaient. On est resté dans un premier temps dans une assertion assez sidérurgique, puisque suite au conflit de Florange que tout le monde a à l'esprit, le président de la République Hollande a décidé sur ce site d'installer un centre de recherche public pour le recyclage en particulier du titane. Alors c'est un peu compliqué à expliquer parce qu'en réalité on est à Ucange, mais le site des Hauts-Fourneaux se trouve à Hayange. On a fait pragmatique, puisqu'il fallait effectivement que ce site revive, et donc le centre de recherche se trouve juste à côté. Vous êtes rentré d'ailleurs par cet endroit-là. C'est un centre de recherche de haut niveau. Je vous cite simplement 2-3 entreprises, Safran, Erastil, Aubert et Duval, utilisent les différents fours pour tester effectivement les aciers. Ils ne peuvent pas forcément le faire chez eux. Et un certain nombre de petites entreprises utilisent également ce centre de recherche qui fonctionne bien. On oublie quelquefois de le rappeler, mais en tout cas, en complément d'Arcelor Research Mézières, qui est le centre privé, il y a ce centre public. Nous avons ensuite travaillé avec l'EPF, Grand Est, pour aménager un espace important qui a débouché sur l'implantation du Digital Lab d'ArcelorMittal. Gros débat également, il devait s'installer à Florange, bien entendu, puisque c'est à Florange que l'on a, d'une certaine manière, vécu les événements. Et en réalité, la sidérurgie, quand même, après réflexion, ArcelorMittal a décidé de l'installer ici, pas si loin de Florange, à Ucange, puisque le bâtiment des grands bureaux était effectivement un bâtiment à la fois sur le plan mémoriel extraordinaire, mais également sur le plan pratique totalement idéal, avec notamment un auditorium pour le Digital Lab, qui est le seul en France avec celui de Dunkerque. Deuxième étape. Ensuite, nous avons effectivement continué de progresser avec l'intervention de l'Université de Lorraine, qui a exploité et continue d'exploiter les jardins de la transformation. L'idée, c'est simplement de savoir comment on dépollue un site comme celui-là, mais pas seulement par la main de l'homme, tout simplement par la nature,
Moi, j'ai uniquement retenu le terme de miscanthus. C'est effectivement une plante qui permet de nettoyer le sol. Ça prend néanmoins, vous l'imaginez bien, du temps. Nouvel espace qui va être aménagé, dont je vous signale l'intérêt, et je le signale d'autant plus que le temps lorrain nous a rejoints. Nous sommes pour l'instant sous une tente pour accueillir l'ensemble des visiteurs. Elle se situe loin d'ici. Et donc, depuis maintenant une vingtaine d'années, on a un projet, et il va enfin se réaliser par des travaux cette année, un accueil digne de ce nom, qui s'appellera espace d'accueil, mais aussi d'interprétation. C'est-à-dire qu'on n'y fera pas que de l'accueil, mais on y fera aussi de l'animation, on y fera des anniversaires. Enfin, il faut faire vivre le site d'une manière ou d'une autre, et c'est important qu'il y ait des lieux de vie. Je veux également vous indiquer que, mais vous y reviendrez peut-être tout à l'heure, nous sommes constamment accompagnés par un certain nombre de financeurs. Alors la région est en première ligne, ce n'est pas un hasard si on vous accueille ce matin. L'État l'est également, l'ADEME l'est, et je, d'ores et déjà, sans déflorer le sujet, puisque je pense que vous y reviendrez, vous indiquer que pour le projet dont nous parlons aujourd'hui, celui des compresseurs, il y a également une intervention importante de ces différents financeurs. Alors au départ, nous avions un projet de labo qui ne s'est pas réalisé, de bureau. Nous avons néanmoins continué la réhabilitation du couvert avec comme perspective un projet peut-être encore plus enthousiasmant qui trouve sa synthèse dans ce document que nous vous remettrons à la fin. Alors c'est pas tellement pour cela, et essentiellement pour cela que nous vous avons invité aujourd'hui, puisque le plus important c'est déjà de faire comprendre aux uns et aux autres que ces bâtiments sont extraordinaires sur le plan mémoriel comme sur le plan de leur réutilisation, et que vous avez eu raison de nous accompagner. Mais c'est vrai qu'il va falloir aller au-delà, sans doute démultiplier les efforts, trouver des partenaires privés, et quand on voit ce qui s'est fait à Völklingen par exemple, ou à Belval, on se dit qu'on est à peu près, et on peut jouer dans la même catégorie, à condition effectivement de trouver le projet. Alors nous pensons avoir aujourd'hui identifié avec Culture Espace, qui a réalisé un certain nombre d'ateliers, alors l'atelier des Lumières de Paris, il y a également l'atelier des Lumières de Beau-de-Provence, il y a un certain nombre de réalisations à l'étranger, y compris aux États-Unis d'ailleurs, mais bon, on a visité ceux de Dortmund, pas si loin d'ici, qui pourraient donner effectivement une espèce d'exposition de ce type-là, alors évidemment animée, qui suppose néanmoins, et c'est toute la difficulté d'exercice, de tabler sur au minimum 400 000 visiteurs. Voilà, c'est l'objectif que nous nous fixons avec ce bâtiment qui est en cours d'aménagement, et le bâtiment à côté, celui des Soufflantes, où nous pourrions réaliser cette opération, cette magnifique opération, qui serait également complétée par de la restauration, évidemment. Alors pour revenir au bâtiment que nous avons visité, je veux simplement vous indiquer que les aides que vous nous avez accordées sont effectivement considérables, hein, ne voilons pas la face, on n'aurait pas pu le réaliser sans votre soutien. 1 134 000 € au total, à travers l'aide régionale du dispositif de soutien à la résorption des friches, également le France Relance sur le fonds de recyclage foncier, et la DRAC Grand Est. Voilà, sans ces financements, nous n'aurions pas pu réaliser ce que vous venez de visiter, sachant que c'est une affaire déjà de plus de 3 millions. Le bâtiment tel que nous devons le transformer à côté, ce sera aussi une affaire de 7 millions à peu près. Et si l'exposition dont j'ai parlé tout à l'heure devait se réaliser, mais alors avec des investisseurs privés, ce serait encore 8 millions. 15 millions au total, mais pour effectivement ce qui traduirait d'une manière, je dirais, définitive, et inscrirait définitivement dans le paysage d'un circuit touristique ce vaste espace, qui a néanmoins pour vocation, par ailleurs, et c'est plus important pour nous, une vocation de campus secondaire à celui de Thionville, l'IUT étant effectivement parfaitement rempli, parfaitement plein, et dans le cadre effectivement des réflexions de la nouvelle agglomération, il est prévu de faire ici, dans le prolongement de ce que fait déjà l'Université de Lorraine, un campus dont il faudra définir les contours de façon définitive, mais en tout cas l'espace s'y trouve, les différents bâtiments sont présents, et il nous reste simplement à faire des aménagements, mais on allierait l'utile à l'agréable si on arrivait à réaliser ces opérations. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long, vous nous avez fait l'honneur d'être présents ce matin à l'heure, donc nous avons commencé dans des délais relativement
respecter et je ne voudrais pas que nous débordions. Je remercie l'architecte pour ses explications. Je salue les conseillers régionaux qui vous accompagnent, qu'on voit souvent, très souvent, donc je le dis, et donc nous sommes effectivement heureux de leur présence aujourd'hui, parce qu'ils pourront témoigner lorsqu'ils seront également dans les plénières de ce qu'ils vivent au quotidien sur le terrain. Je salue également le maire de Srémange, qui est lui-même un sidérurgiste. Je ne sais pas, je ne le vois plus d'ailleurs, il doit être quelque part derrière. Voilà. Et je remercie aussi l'accueil sous forme de confiture confectionnées à partir de fruits qui effectivement ne sont plus consommables, mais les confitures, elles, le sont. Voilà. Sachez qu'on a aussi accueilli d'ailleurs la cabane à fruits. Hein, vous allez boire tout à l'heure un jus qui effectivement a commencé par être fabriqué sur ce site ici. C'était expérimental et ils ont finalement réussi effectivement à trouver voilà, un bel équilibre économique. Et on est aussi un petit peu pépinière d'entreprise, même si l'appellation n'est pas forcément officielle. On a une autre pépinière d'entreprise à Florange, pas très loin d'ici, où on accueille effectivement un certain nombre de créateurs d'entreprises. Voilà, merci pour votre écoute. Je suis désolé du temps qui voilà, n'est pas à la hauteur de nos ambitions, mais ceci étant dit, voilà, l'important c'est néanmoins que vous soyez au sec, et vous êtes au sec. Voilà. La chirurgie française, une terre marquée par le feu, le labeur, la solidarité. Mais être ici aujourd'hui, c'est aussi regarder devant nous. Car ce site, sauvé de la démolition, inscrit à l'inventaire des monuments historiques, transformé en lieu de culture, d'innovation, d'expérimentation, incarne mieux que tout autre la capacité de ce territoire à se réinventer sans renier son histoire. Je veux saluer l'action déterminée des élus du Val de Fensch et en particulier de son président Michel. Vous avez refusé la résignation, vous avez fait le pari que notre passé industriel pouvait devenir une ressource pour l'avenir, et je pense que vous avez raison. La réhabilitation du bâtiment des compresseurs s'inscrit dans cette dynamique. Elle est à la fois un geste de mémoire et un acte de foi en l'avenir. Transformer un ancien site sidérurgique en centre d'art immersif, c'est ouvrir une nouvelle page à la fois ambitieuse et exigeante. C'est aussi pour cela que la région Grand Est est pleinement engagée à vos côtés. Depuis 2020, tu l'as rappelé Michel, nous avons mobilisé plus de 1 170 000 € pour accompagner la reconversion du site du Haut-Fourneau U4. Parce que les friches industrielles ne sont pas des cicatrices, ce sont des leviers pour reconstruire, réancrer au cœur de nos territoires et réinventer. Ce matin, nous sommes au cœur de l'ADN industriel du Grand Est, avec 311 000 emplois industriels, dont 131 000 dans la seule métallurgie. Je rappelle que notre région est la deuxième région industrielle de France. Et la Moselle y occupe évidemment une place majeure, près de 50 000 emplois industriels, un tissu productif dense, structurant et en constante évolution. La présentation de cette visite du chantier, donc des compresseurs, pourquoi ce choix de venir ici, c'est important? C'est important, puis on accompagne ce projet. Depuis 2020, on a consacré plus d'1 100 000 € à ce projet, qui est un projet qui vise à préserver un patrimoine industriel important, qui est cher au cœur des habitants de Val de Fensch, parce que c'est ici la mémoire industrielle de ce territoire, une partie de la mémoire industrielle de ce territoire. Donc permettre à ce patrimoine d'être préservé, d'être mis en valeur, pour demain y accueillir des activités nouvelles qui pourraient être dans le domaine culturel, dans le domaine de l'enseignement supérieur, c'est poser la première pierre d'un projet d'avenir. C'est pas seulement se souvenir du passé, même si ce passé était à la fois glorieux puis douloureux, c'est aussi réinvestir un lieu important, riche en symboles, un lieu déjà artificialisé, donc sans toucher à la nature et en préservant les équilibres naturels. Et c'est construire, c'est poser une première pierre pour un projet d'avenir pour ce territoire. Diriez-vous, Franck Leroy, que le U4 est assez unique en région Grand Est? Je ne dirais pas qu'il est forcément unique, mais en tout cas, il est fortement symbolique. La preuve, c'est quand on arrive à Utange, on tombe sur le bar de l'E4 en entrée de ville, ce qui montre que l'E4 compte beaucoup dans la mémoire des habitants de ce secteur, avec évidemment des souvenirs glorieux, parce qu'ici, c'était un des hauts lieux de la sidérurgie et le développement industriel de notre pays tient beaucoup à ce qui s'est passé sur ce territoire-ci, puis c'était des moments de crise. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de gommer ce passé, il s'agit au contraire de le préserver, de le mettre en valeur, de s'en servir comme un élément identitaire de ce territoire, mais aussi de bâtir à partir de ce foncier, à partir de ces bâtiments existants,
des projets nouveaux dans le domaine de l'enseignement supérieur. Par exemple, on sait très bien qu'on va avoir besoin de plus en plus de qualifications si on veut conserver un bassin industriel aussi important que celui-ci. Il faut des technologies nouvelles, il faut énormément d'innovation. C'est en cours à deux pas d'ici. Et nous devons évidemment travailler sur tout ce qui peut donner à ce site une deuxième vie. Une vie que l'on souhaite évidemment prospère, avec des enjeux économiques internationaux qui sont majeurs en ce moment. On ne peut pas imaginer d'avoir une Europe très armée sans avoir une souveraineté industrielle dans le domaine de la sidérurgie. Ça veut dire qu'il faut que au niveau européen, on préserve la sidérurgie européenne parce qu'on ne peut pas, pour notre activité de défense, mais pour notre automobile, dépendre d'une sidérurgie qui va faire le bout du monde. C'est-à-dire qu'on ne serait plus autonome, on serait dépendant. Donc on y travaille avec d'autres régions industrielles en ce moment. On travaille activement auprès de la Commission européenne pour que les mesures de protection soient mises en œuvre et que l'acier européen, qui plus est l'acier lorrain, trouve toute sa place dans l'avenir industriel de l'Europe. Ils sont effectivement inscrits au monument historique. Et donc, pour nous, l'objectif, c'est de transformer en respectant à la fois l'aspect mémoriel, l'aspect architectural, mais également en trouvant un équilibre économique. Donc, on avait un projet avec un laboratoire qui ne s'est pas réalisé. Néanmoins, on a décidé de poursuivre l'aménagement du bâtiment, parce que de toute façon, il faudra un moment ou un autre que ce bâtiment fasse l'objet d'une occupation. Et en fait, l'occupation en perspective, c'est effectivement une exposition numérique avec Futur Espace, qui est un investisseur qui a déjà réalisé des projets de ce même type, particulièrement attractifs sur le plan touristique au bout de Provence, à l'atelier des Lumières à Paris, à Norton, au Bâtiment de Nancy. Et donc on rentrerait dans ce cas-là dans une catégorie différente qui ne se contenterait pas de faire de la mémoire, mais ferait également de l'animation, de l'accueil, du tourisme. Visuellement, comment ça t'enrage quoi? Visuellement, c'est ce que vous voyez là, mais on va l'améliorer encore, parce que tout n'est pas terminé avec la fabrique des lumières qui serait au fronton. Et à l'intérieur, un bâtiment extrêmement... un bâtiment dans le bâtiment, c'est le général des boîtes de la boîte, où se réaliserait cette exposition dont je ne peux pas dévoiler la teneur, puisque l'agence Monnaie et la créativité est en train de travailler effectivement sur sa faisabilité avec Futur Espace, qui déterminera si on peut atteindre le seuil de minima 400 000 visiteurs par an. Certains de leurs sites atteignent 1 million. Donc c'est un projet évidemment qui serait fédérateur pour ce site. Qui n'est pas abouti pour l'instant, c'est une perspective. Pour le nouveau centre d'accueil, d'interprétation, il y a une date précise qui est la saison 2027. Oui, je crois que les travaux démarrent, donc on va regarder dans 1 an et demi à peu près. Et là, et pour celui-ci, ça ce sera peut-être un peu plus long, on est plutôt sur le démarrage 2027 si ça se fait. Vous savez, c'est des travaux en cours sur ces sites sidérurgiques. On n'a pas de projet réalisable comme ça dans l'immédiat. Vous voyez bien qu'on a les extérieurs à aménager, il faut faire en sorte qu'on puisse y accéder facilement, il faut sécuriser d'abord, il faut dépolluer quelquefois, et puis ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on peut passer effectivement à la réalisation des projets. Ça prend toujours du temps.